Salut tout le monde, j'ai eu une petite idée de vidéo que je pourrais faire toutes les semaines. C'est me ramener et voir avec vous les combats du week-end. Donc là, par exemple, on va regarder l'UFC qui a opposé Felder à Dos Anjos en événement principal. On revient sur tous les combats, un par un. Et assez rapidement, on voit ce qu'a fait chaque combattant et ce qui lui a permis de gagner ou ce qui a fait qu'il a perdu, ce sur quoi il avait travaillé, ce qui peut changer pour le prochain combat, etc. On se fait un petit résumé très rapide en fait des performances de chaque combattant et comme ça permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé dans le week-end en même pas 10 minutes. C'est l'objectif. Si ça marche bien, je ferai ça toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, si je suis chaud et pas trop fatigué et que j'ai pas la flemme et qu'il fait beau dehors pour avoir une bonne lumière. Alors, on va analyser combat par combat et c'est parti avec le premier de la soirée entre Dontel Meyes et Roque Martinez dans la catégorie des poids lourds. Je vais tout simplement vous lire mes notes. Si vous voulez avoir des combats plus détaillés dans les prochaines semaines, vous me le dites et je ferai quelque chose de un peu plus étoffé. Donc Dontel Meyes de son côté, il a su être athlétique et utiliser son allonge, il a su gérer son effort pour avoir un débit de coups assez constant tout au long du combat, il a su coller à la cage, faire quelques petits takedowns, en fait il a combattu en combattant de MMA complet. Alors que de son côté, Roque Martinez, qui est un kickboxer à la base, il n'a pas réussi à casser la distance. C'est un très petit poids lourd. Et les quelques instants où il avait Dontel collé à la cage, ben, il n'a pas su les exploiter parce qu'il n'avait pas la lutte pour. Donc, un combat rondement mené de la part de Dontel Meyes qui s'est pas mis en danger, qui nous a montré des jolies choses comme des coups de genoux sautés et qui remporte son combat à l'UFC. Deuxième combat de la soirée chez les welterweight, on avait Alex Morono qui a affronté Rhys McKee. Alors Rhys McKee, la seule chose que je savais de lui avant ce combat, c'est qu'il avait affronté Khamzat pour ses débuts à l'UFC et il a pris un perfect en fait. Il arrive des poids légers, il est en welterweight. Premier combat c'était Khamzat et deuxième combat il a affronté Alex Morono. Alors du côté d'Alex Morono, il faut savoir qu'il a gagné 30 à 27 ce combat sur toutes les cartes. Ce que j'ai noté dans son style, c'est qu'il y avait plus de liant. C'est-à-dire qu'à toutes les distances, il avait des armes. Au loin, il avait les kicks. Au proche, il avait les genoux. Bon, bah bien sûr, à distance, il pouvait échanger avec les poings. Il était capable de contrer, c'était plus efficace debout. Et en plus, on s'est rendu compte dans le troisième round que quand la condition physique commençait un petit peu à décrépir, on va dire, étant donné qu'il a des frappes lourdes, il finit par se fatiguer. Et ben, il amenait au sol et il savait aussi gérer au sol. Il a un très bon jiu-jitsu. En face de lui, il y avait Rhys McKee. Donc de son côté, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait un petit peu un manque de maturité dans le style. Je m'explique, il boxe beaucoup en cherchant le coup dur au visage, alors que son anatomie fait qu'il pourrait boxer en ligne, avec des 1-2, donc des jabs et des directs. Ce sont des frappes qui arrivent plus rapidement, elles sont certes souvent moins puissantes que les crochets, ce qu'il envoie beaucoup des crochets, mais on touche plus, on empêche l'adversaire d'avancer sur nous. Et en plus, on laisse moins d'ouverture parce que il s'est beaucoup fait contrer Maki en utilisant ses crochets. C'est des frappes qui mettent plus longtemps à arriver, c'est des frappes qui laissent beaucoup d'ouverture, donc il a subi énormément de contres et de dégâts au visage. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait travailler pour ses prochains combats. Malgré tout, j'ai noté une très bonne condition physique et une garde qui semble agressive. Il monte très rapidement les jambes au sol, il essaie d'isoler les bras. Malheureusement, dans ce combat, il est tombé sur quelqu'un qui avait un style un petit peu plus mature que lui, en la personne d'Alex Morono. Troisième combat de la soirée, on a Geraldo de Freitas qui affronte Tony Gravely en bantamweight. Le vainqueur de ce combat, c'est Tony Gravely, par décision des juges. Et alors, ce que j'ai noté sur lui, c'est que c'est un très bon lutteur. Debout, il n'est pas du tout ridicule, mais vraiment, quand vous l'affrontez, vous savez que vous allez faire quelques voyages au sol. Il a des takedowns qui sont impressionnants, il a les hanches extrêmement puissantes, c'est-à-dire que plusieurs fois, on a vu De Freitas initier les échanges pour l'amener au sol, mais c'est lui qui se retrouvait systématiquement dos au sol. Belle projection, il utilise sa lutte pour casser les combinaisons de son adversaire, ce qui est toujours intéressant. Et il est très intéressant aussi dans le sens où il arrive à nullifier rapidement les attaques au sol de ses adversaires. Si vous allez attaquer son bras, il va le voir très rapidement et il va se mettre hors de danger. C'était le style parfait pour battre son adversaire du soir, De Freitas, qui lui, comme beaucoup de Brésiliens, il a un striking très orienté Muay Thai. Donc il envoie les genoux, il envoie les jambes. Pourquoi est-ce qu'il envoie les jambes et les genoux? Parce qu'il n'a pas peur de se retrouver dos au sol. Parce que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Parce qu'il attaque énormément, qu'il arrive facilement à retrouver sa garde quand il est au sol. Il arrive à tenter beaucoup de soumissions. Sauf que ce soir, ça n'a pas payé. Parce que Tony Gravely a été prudent. Quand il sentait qu'on commençait à lui isoler le bras, il sortait son bras. Des fois même, il se relevait. Il a combattu intelligemment. Et donc, De Freitas, il est tombé tout simplement sur quelqu'un dont le style se mariait très mal avec le sien.
De Freitas a fait l'erreur de beaucoup avancer, de beaucoup donner les genoux, de beaucoup donner les jambes, ce qui a facilité le travail de Gravely pour l'amener au sol, le contrôler et gagner ce combat par décision. Dans le quatrième combat de la soirée, on avait Randa Markos qui affrontait Kanako Murata. Alors Kanako Murata, ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est que son système de lutte est complet. Pour chaque position, pour chaque problème, il y a une solution et il y a une réponse qui est enregistrée et qu'elle met en place rapidement. C'est-à-dire que si elle chope le bodylock, elle va amener rapidement au sol. S'il y a un over-under, elle sait aussi comment amener au sol, elle sait comment coller à la cage, elle sait comment contrôler les épaules de son adversaire. Debout, c'est pas ridicule non plus. Et surtout, en fait, quand elle est debout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle descend souvent les épaules et son adversaire a l'impression qu'elle va lui shooter dans les jambes ou qu'elle va casser la distance pour amener au sol. Ce qui fait que Randa Markos, ce soir, elle s'est retrouvée pas mal sur la défensive. Elle a toujours été sur les talons. Elle était en train de reculer sans cesse. Elle n'a pas réussi à installer son striking. Donc elle n'a pas gagné le respect de Kanako Murata, qui a réussi à casser la distance un petit peu selon sa volonté, quoi. Qui a réussi à la coller au sol quand elle le voulait. Elle n'a pas assez puni les phases de clinch où elle aurait pu rentrer des coudes, rentrer des genoux. Elle était trop sur la défensive et du coup elle s'est retrouvée face à ce qu'il y a de pire, je pense, en MMA. C'est un lutteur qui n'a pas peur de vous coller, de vous avancer dessus. C'est très dur de combattre ce genre de combattant-là et Randa Markos, ce soir, perd par décision logique. Pour le cinquième combat de la soirée, on rentre dans la carte principale et Kay Hansen affrontait Cory McKenna en strawweight. Victoire, décision unanime 29-28 pour Cory McKenna. Je ne suis pas d'accord avec ce score, on va développer un petit peu. Du côté de Cory McKenna, j'ai noté une belle boxe en ligne, une utilisation simplement de l'anglaise, donc moins de situations dangereuses de son côté. Elle boxe très bien en ligne, oui c'est vrai, mais elle n'utilise que ses poings et elle a une garde qui est quand même plus perméable que celle de son adversaire, donc elle prend beaucoup de coups. De son côté, Kay Hansen, elle utilise plus ses jambes et ses genoux, et surtout elle amène au sol, et quand elle est au sol, elle attaque. On l'a vu plusieurs fois prendre le dos de Cory McKenna. On l'a vu tenter des étranglements arrière. Deux. Cory McKenna a réussi à en sortir. On l'a vu tenter une clé de bras. Cory McKenna a réussi à en sortir aussi. On a vu un début d'étranglement en bras et tête. Cory McKenna a réussi à s'échapper aussi. Maintenant, moi je suis d'avis que la personne qui a le dessus au sol et qui prend l'initiative d'attaquer devrait remporter les rounds. Je connais pas exactement le système de scoring qui est quand même pas mal compliqué ces derniers temps à l'UFC, mais cette décision, elle me semble pas totalement justifiée. On retiendra tout de même Cory McKenna, décision unanime des juges. Alors, sixième combat de la soirée, Sean Strickland contre Brendan Allen. Le combat se faisait à 195 livres et Sean Strickland gagne par KO technique au deuxième round. Donc j'ai noté que Brendan Allen, il faut savoir qu'il a subi un changement d'adversaire la semaine dernière. Strickland a pris le combat en short notice. Donc, changement d'adversaire veut dire changement de style. Brendan Allen s'est peut-être vu un petit peu trop beau dans ce combat. Il a montré une jolie anglaise, mais il n'a pas su gagner le respect de Strickland et il s'est fait un petit peu marcher dessus. Ou, à l'inverse plutôt, il a marché dans les frappes. Il n'a pas cherché d'angle, il n'a pas beaucoup bougé la tête. Et du coup, tous les 1-2, il les mangeait quand il essayait d'avancer. Et j'aimerais bien le revoir revenir avec son approche un petit peu plus technique du combat, une approche un peu plus conservatrice. Peut-être tenter les amener au sol si jamais ça tourne mal debout. En tout cas, du côté de Sean Strickland, on a vu ce qu'on a vu déjà il y a 2 semaines, c'est-à-dire du punch, du volume, de la puissance. Une anglaise qui est efficace, mais des mains assez basses. Et il laisse traîner ses jabs. Il les ramène pas beaucoup au menton. Et puis de toute manière, quand il a ses mains proches de lui, il les garde au niveau du torse. Il y a une certaine nonchalance dans son style qui n'enlève rien à son efficacité malgré tout. Mais contre des combattants qui sont plus précis, qui sont plus préparés à l'affronter, je pense que ça peut lui coûter assez cher. Ça reste un de mes combattants préférés à l'Apex, là, tous ces combattants qu'on voit beaucoup en ce moment. J'aimerais bien le voir utiliser un petit peu plus son sol parce que selon Bisping, il a un sol vraiment impressionnant et lui, je suis pressé de voir plus de ses combats, ouais. On avance ensuite au 7e combat de la soirée, remporté par Ashley Yoder contre Miranda Granger. Ça se passait chez les strawweights, alors j'ai pas noté grand chose parce que c'était un combat qui était assez plat. Dans les 2 premiers rounds, il se passe pas grand chose. J'ai noté chez Ashley Yoder quand même qu'elle tentait beaucoup des genres de hip toss, un petit peu de judo, mais des fois sans avoir l'underhook du côté où elle projette, ce qui fait que elle se fait prendre le dos des fois alors que c'est elle qui essaie d'amener au sol. Ça peut être problématique. Dans le 3e round, elle est revenue avec un petit peu plus l'envie, quoi. Donc on a une amenée au sol, suivie d'un petit moment en side control, une montée, du grand end pound, elle prend le dos, elle tente un étranglement arrière.
Le troisième round pour Ashley Yoder est clairement un 10-8 et elle gagne donc ce combat-là. J'ai trouvé vraiment que les deux premiers rounds étaient un petit peu trop hésitants. On a vu quand même du beau potentiel dans le troisième. De son côté, Miranda Granger, bah, il s'est rien passé dans les deux premiers rounds, mais elle a vraiment subi dans le dernier. Euh, c'est dur de juger les styles de ces deux combattantes-là parce qu'elles n'ont pas voulu montrer grand-chose. On sait en tout cas qu'Ashley Yoder a un sol efficace. Abdulrazak Al-Hassan contre Chaos Williams chez les welterweight. Un KO en 30 secondes. Signé Chaos Williams. Le résumé va être plus long que le combat lui-même. J'ai noté puissance, vitesse et timing monstrueux chez Chaos Williams. Premier échange de coups. Il feinte le jab. Il envoie le direct du droit pendant qu'Abdulrazak était en train d'envoyer la jambe droite en low kick. Ça touche et ça couche directement. À nouveau un KO rapide de la part de Chaos Williams qui doit faire peur à plusieurs welterweight en ce moment. Il fait très très peur et je suis pressé d'en voir plus de lui. Alors on arrive dans le 9e et dernier combat de la soirée, le main event qui opposait Paul Felder à Rafael Dos Anjos. Les deux combattants ont pris le combat en short notice. Paul Felder parce qu'il était sans préparation, et lui il voulait faire un triathlon. On lui a proposé de prendre Rafael Dos Anjos à 5 jours du combat. Parce que Dos Anjos a perdu son adversaire du soir qui était censé être Islam Makhachev. Makhachev, il a plutôt un style qui est orienté lutte et grappling. Donc Dos Anjos, il ne se préparait pas à une guerre debout. Il se préparait à faire du grappling. On l'appelle et on lui dit tu vas affronter Paul Felder, donc changement de style complet. Et Dos Anjos a accepté quand même. Alors, comment Dos Anjos a gagné ce combat? Il a gagné en étant intelligent. C'est-à-dire que debout, il s'en est tenu au basique du gaucher. Le point arrière, la jambe arrière, avec des middle, des high, des low. Il a varié les hauteurs avec la jambe. Le point en direct, toujours en direct. Et il a réussi comme ça, avec beaucoup de puissance, à amener Paul Felder contre la cage. Et c'est là où RDA a brillé. Il a travaillé en contrôle contre la cage. Il a su amener au sol. Il a su avoir vraiment le contrôle du combat. De son côté, Paul Felder, il a essayé de striker un petit peu. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je pense que là, il y a une vraie question de style. Dos Anjos, il n'a pas un style qu'on peut affronter sans préparation. Quand on est Paul Felder, je pense que sans préparation, il peut affronter des strikers. Il y a beaucoup de strikers en lightweight que Paul Felder peut affronter sans préparation ou en ayant juste une préparation physique. Par contre, là, il y avait du spécifique à aller chercher sur la lutte et il n'a pas eu le temps de le faire. Quand on va affronter un mec comme Dos Anjos, il faut du spécifique sur les déplacements pour éviter de se retrouver dos à la cage. Il faut du spécifique sur la lutte contre la cage pour pouvoir trouver des moyens de s'échapper quand on est tenu en gréco-romaine contre la cage. Il faut du spécifique au sol pour empêcher l'adversaire d'avancer, pour pouvoir se relever. Et tout ça, Paul Felder, il n'a pas pu le préparer, donc il subit une défaite qui est logique et pour laquelle il aura quand même le respect de tout le monde du MMA parce que tout le monde sait que c'est pas facile d'affronter un combattant comme Dos Anjos en short notice. Donc voilà, une jolie soirée de combat qui s'est donc soldée par une décision pour Rafael Dos Anjos. J'espère que ce format vous a plu. Si vous en voulez plus, dites-le. Si vous voulez qu'on analyse plus profondément certains combats, dites-le aussi. J'ai pas envie que mes résumés soient plus longs que la nuit de combat. Donc on fait ça assez synthétique. Maintenant, je vais ajuster le format à vos idées. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos partages. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, dans 1 an, 2 ans. Mais sûrement la semaine prochaine. Sûrement, normalement. Peut-être. Peut-être pas. Ça dépend, on verra.